Dans la nuit la plus sombre que j'ai connue en 72 ans d'existence, le silence de la chambre fut brisé par la faible voix de la petite fille, murmurant un secret si lourd qu'il me glaça le sang. La petite Aimée, âgée de seulement 9 ans, serra ma main fortement sur les draps blancs du lit d'hôpital et avec des yeux remplis d'une peur qu'aucun enfant ne devrait porter, révéla la vérité sur les marques sur son corps que le dossier médical qualifiait froidement d'accident domestique. À ce moment-là, j'ai ressenti une haine si profonde que même dans mes pires moments, je ne pensais pas en être capable. Une haine qui s'empara de mon corps comme un poison, coulant dans mes veines, tandis que je me jurais que cet enfant ne retournerait pas chez elle, même si cela devait me coûter mon emploi, ma réputation ou même ma liberté. Bonjour mes chers, je m'appelle Madeleine, j'ai 72 ans et je suis née à Pointe-Noire, en République du Congo, en 1953. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai gardée au fond de mon cœur pendant plus de 25 ans, sur comment le métier que j'ai choisi par amour a fini par me mettre face au pire de l'humanité et comment le murmure d'une enfant a complètement changé le cours de ma vie. Avant de continuer, j'aimerais vous demander où regardez-vous cette vidéo? Laissez-moi un commentaire ci-dessous. J'adore savoir que ma voix atteint tant de coins différents du Congo. Et si vous le pouvez, laissez un petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide beaucoup cette vieille dame à continuer de raconter ses histoires. Ce que je vais partager aujourd'hui est une histoire de lorsque j'avais presque 60 ans, travaillant comme infirmière-chef dans le service de pédiatrie d'un hôpital public à Brazzaville. C'était en 2013, et à cette époque, je comptais déjà les jours avant ma retraite, rêvant du repos après presque 4 décennies à prendre soin des gens. Je suis née dans une famille modeste de la périphérie de Pointe-Noire, fille de Pascal, un travailleur agricole qui cultivait le manioc, et de Véronique, une femme au foyer qui cousait pour les autres pour aider aux dépenses. J'ai grandi en voyant ma mère s'occuper des voisins, faisant des pansements improvisés, préparant des tisanes pour les fièvres et les douleurs, étant l'infirmière non officielle de ce coin du monde où l'on ne voyait un médecin que dans les cas extrêmes. Notre maison était petite, avec un sol en terre battue et un toit qui laissait passer la pluie les jours de fortes tempêtes, mais elle avait une grande cour avec des manguiers, des papayers et des avocassiers qui faisaient le bonheur de mon enfance. L'odeur de la terre mouillée après la pluie, mêlée à l'arôme du manioc que mon père cultivait, est un souvenir que je porte encore aujourd'hui, comme un parfum qui me rappelle d'où je viens. Depuis l'enfance, j'étais fascinée par le soin des personnes. Quand un cousin se blessait, c'était moi qui courais chercher des feuilles d'aloe vera pour les appliquer sur la blessure. Quand ma grand-mère Joséphine avait des crises d'hypertension, c'était moi qui restais à ses côtés, mesurant le temps entre un médicament et le suivant. Il n'était pas rare de me trouver en train de jouer avec mes poupées en tissu, toutes enveloppées dans des bandages improvisés avec des chutes de tissu, tandis que je prétendais être l'infirmière que je rêvais un jour de devenir. Mon père, homme de peu de mots et de nombreux cals aux mains, trouvait tout cela des bêtises de petite fille. Une femme de la campagne n'a pas besoin d'études, elle a besoin d'un mari et de savoir s'occuper de la maison, disait-il, entre des gorgées de café fort et des bouffées de la cigarette de paille qu'il roulait lui-même. Mais ma mère, Véronique, me regardait toujours avec cette lueur dans les yeux que seules les mères ont quand elles voient quelque chose de spécial chez leurs enfants. C'est elle qui, à l'insu de mon père, gardait quelques pièces de l'argent de la couture pour qu'un jour je puisse étudier. À 14 ans, contre la volonté de mon père, mais avec la bénédiction secrète de ma mère, je suis allée étudier chez une tante à Brazzaville. Je me souviens du jour où j'ai quitté la maison avec une valise en carton attachée avec une ficelle, quelques vêtements rapiécés et le rêve de porter un jour du blanc et de prendre soin des gens. Mon père m'a à peine dit au revoir, feignant d'être occupé avec le travail au champ, mais j'ai vu quand il a détourné le visage pour cacher ses larmes. Ma mère m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille « Va, ma fille, et montre au monde qu'une femme de la campagne peut aussi être quelqu'un. » Ces paroles sont devenues mon mantra dans les années difficiles qui allaient suivre. Dans la capitale, j'ai partagé mon temps entre étudier et travailler comme domestique dans la maison d'une famille riche. Je dormais dans une petite chambre à l'arrière de la maison, me levais avant le lever du soleil pour préparer le petit déjeuner des patrons
et n'allais me coucher qu'après que la cuisine soit impeccable après le dîner. Dans les intervalles, je fréquentais l'école du soir, où je luttais souvent contre le sommeil pour absorber le maximum de connaissances possibles. Le chemin n'a pas été facile. J'ai souvent pensé à abandonner, à retourner à la campagne, à accepter le destin que mon père avait tracé pour moi. Mais il suffisait de fermer les yeux et de me rappeler les paroles de ma mère pour trouver la force de continuer. C'est ainsi qu'à 20 ans, en 1973, j'ai réussi à entrer à l'école d'infirmière de Brazzaville. Le jour où j'ai porté pour la première fois l'uniforme blanc a été l'un des plus heureux de ma vie. J'ai envoyé une photo à ma mère, qu'elle a gardée comme un trésor jusqu'au jour de sa mort. Mon père, en voyant la photo, a simplement secoué la tête et grogné quelque chose comme « Les études ne remplissent pas le ventre », mais j'ai remarqué un léger sourire de fierté qu'il a essayé de dissimuler. Les années de formation ont été intenses. J'étudiais pendant la journée et travaillais comme aide-soignante dans un dispensaire la nuit pour payer les dépenses. Je dormais peu, mangeais mal, mais chaque fois que je réussissais à soulager la souffrance d'un patient, je sentais que j'étais sur le bon chemin. C'est à cette époque que j'ai rencontré Michel, un jeune médecin récemment diplômé, qui est arrivé au dispensaire pour accomplir sa période obligatoire de travail en province. Grand, avec des lunettes à monture épaisse et une façon timide de parler, Michel n'était pas ce qu'on pouvait appeler beau, mais il avait un regard gentil et des mains délicates qui traitèrent les patients avec un soin qui m'a enchantée dès le premier jour. Notre amour a commencé entre les dossiers médicaux et les gardes de nuit, entre des cafés forts pour chasser le sommeil et des conversations sur comment améliorer les soins pour cette population démunie. En 1976, après l'obtention de mon diplôme, nous nous sommes mariés dans une cérémonie simple, en présence de ma famille et de quelques amis de l'hôpital. Mon père, déjà plus âgé et avec une santé affaiblie par le dur labeur au champ, semblait enfin fier de sa fille, têtue, qui avait suivi son propre chemin. Les premières années de mariage ont été heureuses, malgré les difficultés financières et les longues heures de travail que nous affrontions tous les deux. Nous vivions dans un petit appartement au centre de Brazzaville, avec des meubles simples et des murs décorés avec des diplômes et des photographies de notre remise de diplôme. Michel rêvait de se spécialiser en pédiatrie, tandis que je découvrais ma passion pour les soins aux personnes âgées. Nous faisions des projets pour l'avenir, nous rêvions d'avoir des enfants, de construire une plus grande maison, peut-être d'ouvrir notre propre clinique un jour. C'est à cette époque que j'ai commencé à travailler à l'hôpital général, où je resterai pendant les 37 prochaines années de ma vie. Mais la vie est ainsi, n'est-ce pas? Elle donne d'une main et reprend de l'autre. En 1978, j'ai découvert que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Le diagnostic est tombé comme une bombe sur notre mariage. Michel, qui parlait toujours avec enthousiasme de former une grande famille, a commencé à s'éloigner. Les nuits de conversation et d'affection ont été remplacées par des gardes supplémentaires et des congrès médicaux qui semblaient toujours coïncider avec nos anniversaires de mariage. Je me suis plongée dans le travail, transformant la douleur de la maternité refusée en un redoublement de dévouement envers mes patients. Chaque enfant dont je m'occupais à l'hôpital était un peu le mien, ne serait-ce que pour quelques heures ou quelques jours. En 1982, Michel m'a quitté pour une médecin plus jeune, une pédiatre qui, ironie du sort, était enceinte de jumeaux. Le divorce a été rapide et froid, comme une chirurgie bien exécutée qui laisse néanmoins une cicatrice permanente. Il a déménagé à Kinshasa avec sa nouvelle famille, et je suis restée à Brazzaville, avec mon travail, mes patients et un appartement vide qui résonnait du silence des rires d'enfants qui n'existeraient jamais. Ce fut la période la plus difficile de ma vie. Pendant de nombreuses nuits, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, remettant en question les choix que j'avais faits, imaginant comment serait ma vie si j'avais suivi le chemin que mon père voulait pour moi. Mais le temps, ce vieil ami, a adouci les douleurs. Le travail, qui au départ n'était qu'une échappatoire, est devenu mon but dans la vie. En 1990, j'ai été promue infirmière-chef du service de pédiatrie de l'hôpital général, une ironie qui n'est pas passée inaperçue auprès des collègues qui connaissèrent mon histoire. La femme qui ne peut pas avoir d'enfants s'occupant des enfants des autres. J'ai entendu une fois une médecin commenter quand elle pensait que je n'écoutais pas. Ces mots m'ont fait mal, mais j'ai décidé de transformer cette douleur en plus de dévouement.
Si je ne pouvais pas être une mère biologique, je serais une sorte de mère temporaire pour chaque enfant qui passerait par mon service. Les années ont passé, et j'ai vu l'hôpital se transformer. Des équipements modernes remplaçant les anciens, de nouveaux protocoles de traitement, de jeunes médecins arrivant pleins de théories et peu de pratiques. J'ai vu des enfants entrer au bord de la mort et sortir en courant, rétablis. J'en ai vu d'autres arriver souriants et partir en silence, emportés par des maladies que toute la science médicale ne pouvait combattre. Chaque cas laissait une marque en moi, mais aucun ne m'avait préparé à ce qui arriverait cette nuit d'octobre 2013. C'était une garde comme une autre. Le service de pédiatrie était relativement calme, avec seulement 6 enfants hospitalisés, la plupart des cas légers de pneumonie ou de déshydratation. Vers 2 heures du matin, les urgences ont appelé pour avertir qu'elles montaient avec une nouvelle patiente, une fillette de 9 ans, avec de multiples fractures et hématomes. Cas de chute dans l'escalier, a informé la voix pressée à l'autre bout du fil. J'ai préparé un lit et attendu. Quand la civière est arrivée, j'ai dû faire un effort pour maintenir mon professionnalisme. L'enfant était pratiquement méconnaissable, le visage gonflé, l'œil droit fermé par l'enflure, le bras gauche immobilisé et divers hématomes à différents stades de cicatrisation sur tout le corps. À côté de la civière se tenait un homme d'apparence respectable, Jean-Pierre, qui s'est présenté comme le père de la fillette. Il portait des vêtements coûteux, parlait de façon articulée et dégageait une aura d'autorité qui faisait que les jeunes médecins se comportaient comme des étudiants intimidés. « Ma fille est très agitée », a-t-il expliqué avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle est montée sur l'escalier pour attraper un jouet et a fini par tomber. Ce n'est pas la première fois qu'elle se blesse parce qu'elle est si turbulente. Il y avait quelque chose dans son ton, dans sa façon d'éviter de regarder sa fille, qui a allumé une alerte en moi. Après presque 4 décennies à travailler dans un hôpital, on développe un 6e sens pour les mensonges. La fillette, qui s'appelait Aimée, n'a pas dit un mot pendant tout le processus d'admission. Ses yeux, ou plutôt le seul qu'elle pouvait ouvrir, suivaient son père avec une peur qui m'a brisé le cœur. Quand il est finalement parti, promettant de revenir le matin, j'ai remarqué comme son petit corps s'est visiblement détendu dans le lit. Tandis que je vérifiais ses signes vitaux et ajustais la perfusion, j'ai essayé d'engager la conversation. « Ça devait être une sacrée chute, hein ?» ai-je dit, essayant de paraître décontractée. Elle a simplement hoché la tête, regardant fixement la fenêtre. « Tu sais, quand j'étais petite, je suis aussi tombée d'un escalier une fois. Je me suis cassé le bras en essayant d'attraper une mangue sur l'arbre près de ma maison, » ai-je continué. Rien, juste le silence. J'ai respecté son espace et terminé les procédures nécessaires. Avant de sortir, j'ai ajusté la couverture sur ses jambes et dit « Je m'appelle Madeleine. Si tu as besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, il suffit d'appuyer sur ce bouton, d'accord ?» Pour la première fois, ses yeux ont rencontré les miens, et j'y ai vu quelque chose, un appel à l'aide silencieux qui m'accompagnerait tout au long de la garde. Durant cette nuit, je suis passé plusieurs fois par la chambre d'Aimée, plus que nécessaire. Lors d'une de mes visites, vers 4 heures du matin, je l'ai trouvée éveillée, regardant le plafond. Je me suis assise au bord du lit et ai demandé si elle avait mal. Elle a fait non de la tête. Parfois, il est difficile de dormir dans des endroits étranges, ai-je commenté. Quand je n'arrive pas à dormir, j'aime raconter des histoires. Veux-tu que je t'en raconte une ? Un petit signe affirmatif m'a encouragée à continuer. J'ai raconté l'histoire d'une petite fille qui vivait dans une forêt et avait le pouvoir de parler aux animaux. Une histoire simple que j'ai inventée sur le moment, mais qui a fait apparaître un léger sourire sur les lèvres blessées d'Aimée. Quand j'ai terminé, nous sommes restés silencieuses quelques instants. C'est alors qu'elle a parlé pour la première fois, dans un murmure presque inaudible. Je ne suis pas tombée dans l'escalier. Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé une expression calme. « Non ?» ai-je demandé doucement. Elle a secoué la tête et alors, comme un barrage qui se rompt, les mots ont commencé à sortir. D'une voix entrecoupée de sanglots contenus, Aimée m'a raconté comment son père, cet homme respectable, la battait régulièrement pour n'importe quelle raison insignifiante. Une mauvaise note à l'école, un verre cassé, un bruit pendant son émission de télévision préférée. Comment sa mère, Solange, savait tout mais feignait de ne rien voir,
craignant que son mari ne retourne sa violence contre elle aussi. Comment son frère aîné avait fui la maison à 16 ans, promettant de revenir la chercher, mais cela faisait déjà 2 ans, et elle n'avait pas de nouvelles de lui. Cette fois, c'était parce que j'ai renversé du jus sur le nouveau tapis, a-t-elle dit, les larmes coulant enfin. Il a dit qu'il allait m'apprendre à ne pas être maladroite. La brutalité de ce qui a suivi dans son récit m'a fait me sentir physiquement mal. J'ai dû lutter contre l'envie de vomir sur place. Comment un être humain pouvait-il faire ça à un enfant? À sa propre fille? Quand elle a fini de parler, un lourd silence est tombé sur la chambre. La petite Aimée me regardait avec un mélange de peur et d'espoir qui m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Il a dit que si je racontais à quelqu'un, il m'enverrait dans un endroit où les enfants méchants sont punis tous les jours, a-t-elle murmuré. Mais je n'en peux plus. J'ai peur de mourir la prochaine fois. Ces mots, prononcés avec la clarté effrayante de quelqu'un qui croit vraiment ce qu'il dit, ont éveillé quelque chose en moi. Un sens de la justice, une indignation, une colère que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. À ce moment-là, j'ai fait une promesse silencieuse à Aimée et à moi-même. Elle ne retournerait pas dans cette maison, pas tant que je serais vivante. Tu es très courageuse de me raconter cela, ai-je dit, tenant ses petites mains entre les miennes. Et je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger. Mais maintenant, tu dois te reposer un peu. J'ai attendu qu'elle s'endorme et je suis sortie de la chambre, l'esprit en ébullition. Le protocole était clair. Informer le service social de l'hôpital, qui à son tour alerterait la direction de la protection de l'enfance. Mais j'avais travaillé assez longtemps dans cet hôpital pour savoir comment les choses fonctionnaient en pratique. Le père d'Aimée était un homme influent dans la ville, propriétaire d'une entreprise de construction et ami personnel du directeur de l'hôpital. J'avais vu des cas similaires être étouffés auparavant, avec les enfants retournant dans les mêmes conditions abusives une fois la poussière retombée. Ce ne serait pas le destin d'Aimée, pas si cela dépendait de moi. Le reste de cette nuit fut passé à élaborer un plan. J'ai contacté Marie, une assistante sociale qui travaillait à l'hôpital et que je connaissais depuis plus de 20 ans. Je lui faisais confiance comme à peu de personnes. Je lui ai raconté tout ce qu'Aimée m'avait relaté et, ensemble, nous avons décidé que la meilleure stratégie serait de la garder hospitalisée le plus longtemps possible, gagnant du temps pour rassembler des preuves et garantir que, lorsque le cas serait officiellement signalé, il n'y aurait pas moyen de l'ignorer ou de le minimiser. Dans les jours qui ont suivi, nous avons méticuleusement documenté chaque hématome, chaque fracture mal consolidée de blessures antérieures. Le médecin responsable, Dr Alphonse, un jeune idéaliste fraîchement sorti de son internat, a été horrifié par le cas et nous a soutenus intégralement. Nous avons photographié les lésions, recueilli le témoignage détaillé d'Aimée et même convaincu une infirmière des urgences, qui avait soigné la fillette à des occasions précédentes, de témoigner sur la récurrence des accidents domestiques. Le père d'Aimée venait la voir tous les jours, apportant toujours des cadeaux coûteux et parlant avec la douceur artificielle de celui qui sait être observé. La mère n'est apparue qu'une fois, une femme maigre et pâle, avec des yeux qui semblaient perpétuellement effrayés. Elle est restée immobile à la porte de la chambre, arrivant à peine à regarder sa fille, et est partie précipitamment quand son mari est arrivé quelques minutes plus tard. Chaque fois que cet homme entrait dans l'hôpital, je sentais mon sang bouillir. Il fallait toute ma volonté et mon professionnalisme pour le traiter avec la courtoisie attendue. En coulisses, notre petite conspiration avançait. Marie a contacté ses relations à la direction de la protection de l'enfance, spécifiquement une directrice, Madame Thérèse, connue pour sa fermeté et son incorruptibilité. Au 4e jour d'hospitalisation, le père d'Aimée a commencé à s'impatienter. « Je ne comprends pas pourquoi elle doit rester si longtemps ici pour une simple chute », s'est-il plaint auprès du docteur Alphonse. « J'ai une assurance, je peux l'emmener dans une clinique privée si nécessaire. » Le jeune médecin a gardé son sang-froid et expliqué la nécessité d'observation, mentionnant vaguement d'éventuelles complications qui devaient être surveillées. L'homme n'a pas semblé convaincu, mais est parti en marmonnant qu'il reviendrait le lendemain avec un médecin ami pour un second avis. Cette nuit-là, Aimée a eu une crise de panique en apprenant que son père voulait la ramener à la maison. « Il va me tuer cette fois, Madame Madeleine,
criait-elle, agrippée à mon uniforme avec tant de force qu'elle l'a presque déchiré. Il est toujours pire quand je suis blessée. Il dit que je suis un fardeau, que je donne du travail. J'ai mis près d'1 heure à la calmer, lui promettant à plusieurs reprises que je ne laisserai pas qu'on l'emmène. Quand elle s'est finalement endormie, épuisée d'avoir tant pleuré, je suis sortie de la chambre et ai trouvé Marie dans le couloir, le visage marqué par l'inquiétude. « Nous avons un problème », a-t-elle dit à voix basse. Il a appelé le directeur de l'hôpital. Ils font pression pour donner congé à la petite demain. Mon cœur a coulé. C'était exactement ce que je craignais. « Nous ne pouvons pas laisser cela arriver », ai-je répondu, la voix tremblant de colère contenue. « Tu n'as pas vu son état aujourd'hui. Il va la tuer, Marie. » L'assistante sociale a gravement acquiescé. « Madame Thérèse viendra demain matin avec la police, mais je crains que ce ne soit pas assez tôt. Il a mentionné qu'il viendrait à 7 heures pour chercher la petite. » Le reste de cette nuit fut un cauchemar d'anxiété et de planification désespérée. Je ne pouvais pas simplement kidnapper Aimée, même si je le voulais. Je ne pouvais pas non plus légalement empêcher le père de l'emmener sans une ordonnance du tribunal, que nous n'obtiendrions pas à temps. Vers 5 heures du matin, après des heures d'angoisse, j'ai eu une idée. Elle n'était pas parfaite, elle comportait des risques, mais c'était notre meilleure chance. Rapidement, j'ai contacté le docteur Alphonse, qui était de garde, et lui ai expliqué mon plan. Il a hésité, comprenant les implications éthiques et professionnelles, mais a fini par accepter. Si quelque chose tourne mal, je dirais que c'était exclusivement ma décision médicale, a-t-il assuré. Vous n'aurez fait que suivre les ordres. À 6 heures du matin, nous sommes entrés dans la chambre d'Aimée et l'avons réveillée doucement. Je lui ai expliqué ce que nous allions faire, essayant de ne pas l'effrayer davantage. Elle a acquiescé, les yeux grands et effrayés, nous faisant entièrement confiance. À 6h30, tout était prêt. Le docteur Alphonse a personnellement administré le médicament qui induirait les symptômes. Ce n'était pas dangereux, a-t-il assuré, juste assez pour créer un tableau clinique convaincant. Quand Jean-Pierre arriva, ponctuellement à 7 heures, accompagné d'un homme en costume qui se présenta comme avocat, il trouva un scénario bien différent de ce qu'il attendait. Aimée était aux soins intensifs pédiatriques, reliés à des moniteurs apparemment sédatés. Le docteur Alphonse, assumant sa meilleure posture d'autorité médicale malgré sa jeunesse, expliqua avec une terminologie technique délibérément compliquée que la patiente avait développé une réaction adverse grave pendant la nuit, possiblement liée à un traumatisme interne non détecté initialement. « Je suis désolé, mais il n'y a aucune possibilité de sortie en ce moment », conclut le médecin avec fermeté. En fait, nous envisageons de la transférer au centre hospitalier universitaire pour des examens plus spécifiques. Le père d'Aimée pâlit, visiblement. Son avocat, percevant le changement de situation, commença à poser des questions sur la responsabilité médicale et les possibles erreurs de diagnostic initial. C'était exactement ce que nous espérions. Plus il remettrait en question la compétence médicale, plus il s'éloignerait du récit de la simple chute dans l'escalier. La discussion fut interrompue par l'arrivée de Madame Thérèse, accompagnée de 2 policiers. La directrice de la protection de l'enfance, une dame d'une 60aine d'années aux cheveux gris attachés en un chignon sévère et aux yeux qui semblaient voir à travers les mensonges, salua tout le monde avec formalité et demanda à parler en privé avec le médecin responsable. Les policiers restèrent stratégiquement positionnés près du père d'Aimée et de son avocat. Ce qui suivit furent des heures d'interrogatoire, de témoignages et une montagne croissante de preuves contre Jean-Pierre. Son propre récit incohérent commença à s'effondrer sous le questionnement habile de Madame Thérèse. La présence des policiers et la gravité de la situation médicale, bien qu'artificiellement induite, créèrent un environnement où les tactiques habituelles d'intimidation et d'influence ne fonctionnaient pas. À la fin de cette journée, Aimée était officiellement sous la garde temporaire de l'État, et son père avait été emmené pour faire une déposition formelle. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti et qu'Aimée était de retour dans sa chambre ordinaire, sans plus besoin de la mascarade des soins intensifs, je m'assis à côté d'elle. J'étais épuisée, tant physiquement qu'émotionnellement, mais je devais être là, m'assurer qu'elle sache qu'elle n'était pas seule. « Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ?» demanda-t-elle d'une petite voix, les yeux encore marqués par la peur,
mais aussi avec une petite étincelle d'espoir qui n'était pas là auparavant. « Tu vas être en sécurité, répondis-je, tenant sa petite main entre les miennes. Ce sera un processus, cela prendra du temps, mais je te promets que tu ne retourneras jamais dans cette maison. » Elle acquiesça, semblant comprendre plus qu'une enfant de 9 ans ne le devrait. « Je peux vous dire quelque chose, Madame Madeleine, murmura-t-elle. Hier soir, j'ai rêvé que vous étiez ma grand-mère. » Ces simples mots me frappèrent comme un éclair, ouvrant une brèche dans le mur que j'avais construit autour de mon cœur depuis le diagnostic d'infertilité des décennies plus tôt. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de témoignages, d'audiences et de batailles bureaucratiques. La mère d'Aimée, Solange, trouva finalement le courage de parler, révélant des années d'abus qu'elle-même avait subis et confirmant tout ce que sa fille avait rapporté. Le frère aîné, Thomas, fut localisé dans une autre ville et témoigna également sur les horreurs qu'il avait vécues dans cette maison. L'affaire prit une dimension que personne n'attendait, avec d'autres victimes du tempérament violent de Jean-Pierre qui se manifestèrent, incluant d'anciens employés de son entreprise et même un neveu qui avait vécu avec la famille des années auparavant. Durant toute cette période, je rendis visite à Aimée quotidiennement au foyer temporaire où elle était hébergée. J'apportais des livres, des jeux, de petits cadeaux et, plus important, la certitude que quelqu'un se souciait d'elle, qu'elle n'était pas seule au monde. Chaque visite renforçait le lien entre nous, un lien que je n'imaginais pas pouvoir former à nouveau après tant d'années d'autoprotection émotionnelle. Ce fut pendant l'une de ces visites, environ 1 mois après l'hospitalisation initiale, que je pris une décision qui changerait complètement le cours de ma vie. C'était un dimanche ensoleillé, et j'avais reçu une permission spéciale pour emmener Aimée se promener dans le parc de la ville. Nous marchions main dans la main, observant les oiseaux et les autres enfants qui jouaient. Elle avait encore quelques ecchymoses visibles, mais son regard ne portait plus cette terreur constante. À un moment de repos, assise sur un banc à l'ombre d'un grand arbre, elle me demanda, avec la franchise déconcertante que seuls les enfants possèdent, « Madame Madeleine, vous n'avez jamais voulu avoir d'enfant ?» La question me prit au dépourvu, déterrant d'anciennes douleurs que je croyais avoir surmontées. Pendant un instant, j'envisageais de donner une réponse évasive, mais quelque chose dans le regard direct et confiant d'Aimée exigeait l'honnêteté. « Si, j'en ai voulu, » répondis-je finalement. « J'en ai beaucoup voulu. Mais la vie ne nous donne pas toujours ce que nous voulons. » Je lui racontais, en termes simples, mon infertilité, la fin de mon mariage, comment j'avais transformé ma douleur en dévouement envers mes patients. Elle écouta avec une attention surprenante pour son âge, et quand j'eus terminé, elle dit quelque chose qui changerait ma vie pour toujours. « Vous savez, vous feriez une excellente mère. Ou grand-mère. » À ce moment-là, quelque chose s'ajusta en moi, comme les pièces d'un puzzle que je ne savais même pas être en train de construire. J'avais 60 ans, j'approchais de la retraite. Je vivais seule dans un appartement bien trop silencieux. Et il y avait Aimée, une enfant extraordinairement résiliente, ayant désespérément besoin d'un foyer stable, d'un amour authentique, d'une chance de récupérer l'enfance qui lui avait été volée. Sur le chemin du retour vers le foyer, je posais la question qui changerait nos vies. « Aimée, que penserais-tu de venir vivre avec moi quand tout cela sera terminé ?» Ses yeux s'écarquillèrent, mêlant surprise et espoir. « Vous voulez dire « pour toujours » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Oui, » répondis-je, soudainement certaine que c'était exactement ce que je voulais. « Pour toujours. » Elle ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle jeta ses bras autour de ma taille et m'étreignit si fort que j'ai presque perdu l'équilibre. Je sentis ses larmes mouiller ma blouse et pour la première fois depuis des décennies, je permis à mes propres larmes de couler librement. Là, au milieu de ce trottoir animé, une infirmière de 60 ans et une fillette de 9 ans scellaient un pacte silencieux qui transcendait les blessures du passé et ouvrait la voie à un avenir inattendu. Le processus d'adoption ne serait pas facile, je le savais. Mon âge avancé, le fait d'être célibataire, la proximité de la retraite, tout cela jouerait contre moi. Mais en sentant ses petits bras autour de moi, je sus que j'affronterais toutes les batailles nécessaires. Cet enfant méritait un foyer, et je comprenais enfin que mon cœur avait un espace infini qui avait besoin d'être rempli. Le lundi suivant,
Je cherchais Marie et partageais ma décision. Elle ne sembla pas surprise. En fait, je me demandais combien de temps il te faudrait pour réaliser l'évidence, dit-elle avec un sourire affectueux. Vous vous êtes trouvés exactement quand vous aviez besoin l'une de l'autre. Avec son aide, j'entamais le processus complexe pour devenir la tutrice légale d'Aimée. Les semaines se transformèrent en mois d'audience, d'évaluation psychologique, de visites à domicile, de montagnes de documents et l'anxiété constante qu'un juge décide qu'une dame de 60 ans n'était pas apte à élever une enfant traumatisée. Durant cette période, Aimée resta au foyer, mais nos visites étaient constantes. Peu à peu, je commençais à transformer la chambre d'amis de mon appartement, qui servait depuis des années uniquement à stocker des cartons de souvenirs et des livres poussiéreux. Je peignis les murs en jaune doux, achetai un nouveau lit, un bureau pour les études et des étagères pour les livres et les jouets. Chaque objet choisi avec soin, imaginant ce qui pourrait apporter confort et joie à cet enfant qui n'avait connu que la douleur entre les murs qui auraient dû la protéger. Parallèlement, l'affaire contre Jean-Pierre avançait. Les preuves étaient accablantes, surtout après les témoignages de Solange et Thomas. Le procès se déroulait sous le sceau du secret, protégeant l'identité d'Aimée, mais je savais par Marie que sa défense s'effondrait rapidement, surtout quand d'anciens employés de l'entreprise de construction commencèrent à rapporter des épisodes de violence dans l'environnement de travail. Solange, la mère d'Aimée, traversait son propre processus de récupération. Après des années d'abus psychologiques et physiques, elle semblait une coquille vide de la femme qu'elle avait été un jour. Avec l'aide de psychologues et le soutien de son fils Thomas, elle commençait lentement à reconstruire son identité et son estime de soi. Ce fut pendant l'une des audiences du processus de garde, environ 6 mois après cette fatidique nuit à l'hôpital, que j'affrontais l'un des moments les plus difficiles. L'avocat représentant les intérêts de Jean-Pierre, même avec le père d'Aimée en détention préventive, questionna mes motivations pour vouloir la garde de la fillette. « Madame Madeleine, dit-il avec cette fausse cordialité que seuls les avocats savent employer, ne trouvez-vous pas curieux qu'après toute une vie sans enfant, vous désiriez soudainement adopter précisément l'enfant qui pourrait témoigner contre son père? Ne serait-ce pas une forme de manipulation de l'affaire ?» Je sentis le sang bouillir dans mes veines, l'indignation montant dans ma gorge comme de la bile. Mais je regardais Aimée, assise à côté de l'assistante sociale dans la salle d'audience, ses yeux fixés sur moi avec cette confiance absolue, et je trouvais le calme nécessaire pour répondre. « Monsieur l'avocat, commençai-je, le regardant directement dans les yeux. J'ai passé 40 ans de ma vie à prendre soin d'enfants malades, tenant leurs mains dans les moments de douleur, célébrant leur victoire contre des maladies dévastatrices, et parfois, malheureusement, fermant leurs yeux quand ils perdèrent la bataille. Je n'ai jamais eu besoin d'avoir des enfants biologiques pour savoir ce qu'est aimer inconditionnellement. » Je fis une pause, respirant profondément pour contrôler l'émotion. Aimée m'a choisi quand elle a décidé de me faire confiance cette nuit-là, et je l'ai choisie quand j'ai promis que je la protégerais. Je ne suis pas ici pour manipuler des témoins ou influencer des procédures judiciaires. Je suis ici parce que, après 6 décennies dans ce monde, j'ai finalement compris que parfois, les familles ne sont pas formées par le sang, mais par des choix quotidiens d'amour et de protection. Le silence qui suivit dans la salle était presque palpable. Je vis des larmes dans les yeux de la juge, une femme sévère qui jusqu'alors avait mené la procédure avec une distance professionnelle. L'avocat, mal à l'aise, tenta de changer de tactique, mais les dégâts à sa ligne d'argumentation étaient faits. 2 semaines plus tard, je reçus la nouvelle qui changerait tout. La garde provisoire d'Aimée m'avait été accordée, avec possibilité d'adoption définitive après la période d'adaptation. Le jour où Aimée vint finalement vivre avec moi fut un mélange de joie indescriptible et de terreur absolue. Soudain, moi, qui avais passé des décennies à m'occuper d'enfants dans les moments les plus vulnérables de leur vie, je me sentais complètement non préparée pour la tâche d'en élever un. Et si je faisais des erreurs? Et si je ne parvenais pas à l'aider à surmonter ses traumatismes? Et si mon âge avancé était un fardeau pour elle? Tous ces doutes tourbillonnaient dans mon esprit, tandis que j'arrangeais ces quelques affaires dans la chambre fraîchement décorée. « C'est vraiment ma chambre ?» demanda timidement Aimée, debout sur le seuil de la porte, serrant contre sa poitrine une vieille poupée en tissu, le seul objet qu'elle avait apporté de la maison de ses parents. « Bien sûr que oui, ma chérie,
répondis-je, ravalant le nœud dans ma gorge. C'est ton espace, tu peux en faire ce que tu veux. Elle entra avec hésitation, touchant les murs jaunes, comme si elle ne croyait pas qu'ils étaient réels, s'asseyant au bord du nouveau lit, avec la prudence de quelqu'un qui craint qu'un mouvement brusque puisse faire tout disparaître. Cette première nuit fut particulièrement difficile. Vers 2 heures du matin, je me réveillai avec des cris terrifiés venant de sa chambre. Je courus pour la trouver se débattant dans son lit, prisonnière d'un cauchemar. « Non, papa, non! S'il te plaît, non !» criait-elle, des larmes coulant sur son visage, tandis qu'elle luttait contre un agresseur qui n'existait que dans son esprit traumatisé. Je m'assis au bord du lit et appelai doucement son nom, sans la toucher. J'avais appris des psychologues du foyer que le contact physique soudain pouvait aggraver la panique. Lentement, elle se réveilla, les yeux écarquillés et désorientés, jusqu'à ce qu'elle me reconnaisse. « Madame Madeleine ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je suis là, mon amour, » répondis-je. « Ce n'était qu'un cauchemar. Tu es en sécurité maintenant. » Elle se jeta dans mes bras, sanglotant violemment. « Il essayait de me faire mal à nouveau, » confessa-t-elle entre les larmes. « Il a dit qu'il me trouverait où que j'aille. » Je la berçai doucement, murmurant des mots de réconfort, lui assurant que personne ne lui ferait jamais de mal à nouveau. Nous restâmes ainsi pendant presque 1 heure, jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans mes bras, épuisée par les pleurs. Cette scène se répéta de nombreuses fois dans les mois suivants. Les cauchemars, les crises de panique, les moments où un bruit soudain la faisait se recroqueviller comme si elle s'attendait à un coup. À chaque épisode, mon cœur se brisait un peu plus, mais se renforçait aussi la certitude que j'étais exactement là où je devais être. Aimée commença à suivre une thérapie 3 fois par semaine avec une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes. Peu à peu, très lentement, de petits signes de progrès commencèrent à apparaître. Le premier sourire authentique vint environ 1 mois après son arrivée. Nous étions dans la cuisine, essayant de faire un gâteau ensemble, une activité que la thérapeute avait suggérée pour créer des souvenirs positifs. Moi, qui n'ai jamais été particulièrement douée en cuisine, j'ai renversé un paquet entier de farine sur le sol, créant un nuage blanc qui nous a couvertes de la tête aux pieds. Pendant un instant, je me suis figée, craignant que l'accident puisse déclencher des souvenirs traumatiques chez elle. Au lieu de cela, j'entendis un son que je ne reconnus pas immédiatement. Le rire cristallin d'Aimée, d'abord hésitant, puis grandissant en intensité jusqu'à ce qu'elle éclate de rire, pointant du doigt mon visage couvert de farine. J'ai ri avec elle, des larmes de joie se mêlant à celles de farine, remerciant silencieusement pour ce petit miracle quotidien. Peu à peu, nous avons établi une routine. Je travaillais encore à l'hôpital, mais j'avais réduit mes heures pour être plus présente à la maison. Aimée a commencé à fréquenter une nouvelle école où personne ne connaissait son passé traumatique, à part les enseignants et la conseillère d'orientation, qui furent dûment informés pour offrir le soutien nécessaire. Au début, elle était extrêmement réservée, évitant les interactions avec les autres enfants. Sa thérapeute expliqua que c'était un mécanisme de défense courant chez les enfants qui avaient subi des abus, l'isolement comme forme de protection. Ce fut à l'école que nous avons affronté l'un des moments les plus difficiles de cette phase initiale. Environ 3 mois après qu'Aimée ait commencé à y étudier, je reçus un appel de la directrice me demandant de me présenter d'urgence. J'arrivai pour trouver Aimée assise dans le couloir devant le bureau de la direction, les yeux rouges d'avoir tant pleuré, les mains tremblant violemment. Dans le bureau, la directrice expliqua que pendant le cours d'éducation physique, quand un professeur avait élevé la voix pour attirer l'attention des élèves, Aimée avait eu une grave crise de panique, se cachant sous une table et criant pour qu'on ne lui fasse pas mal. Je m'agenouillai devant elle dans le couloir, prenant soin de ne pas envahir son espace. « Veux-tu me raconter ce qui s'est passé ?» demandai-je doucement. Entre les sanglots, elle expliqua comment la voix altérée du professeur avait déclenché des souvenirs de son père criant avant les épisodes de violence. « J'ai cru qu'il allait me frapper, » confessa-t-elle, la honte évidente dans sa voix. « Tout le monde a vu, Madame Madeleine. Ils vont penser que je suis folle. » Ce fut le premier de nombreux moments où j'ai dû trouver les mots justes pour l'aider à comprendre que ces traumatismes n'étaient pas de sa faute, que ses réactions étaient normales face à ce qu'elle avait vécu. « Tu n'es pas folle, mon amour, » dis-je, tenant ses petites mains entre les miennes. « Ton corps essaie de te protéger, parce qu'il se souvient des mauvaises choses qui sont arrivées.
c'est comme une alarme qui sonne parfois, alors qu'il n'y a pas de danger réel. Avec le temps et avec l'aide du docteur Sophie, tu apprendras à dire à ton corps « Tout va bien, pas besoin de sonner l'alarme maintenant ». La métaphore de l'alarme, suggérée par la thérapeute, sembla avoir du sens pour elle. Peu à peu, nous avons développé des stratégies pour gérer les déclencheurs, des techniques de respiration, des objets de réconfort qu'elle pouvait garder dans sa poche, un mot-code qu'elle pouvait utiliser avec les enseignants quand elle avait besoin d'un moment pour se ressaisir. Chaque petite victoire était célébrée dans notre maison, le premier jour sans cauchemar, la première fois qu'elle a pu participer à une activité de groupe à l'école, la première invitation à une fête d'anniversaire d'un camarade. À la maison, nos soirées se terminaient souvent par des histoires. Aimée développa une passion pour les livres qui me remplit de joie. Je lui lisais tous les soirs, souvent des histoires d'aventures avec des héroïnes courageuses qui affrontèrent des défis apparemment impossibles et en sortaient victorieuses. D'autres fois, c'était elle qui inventait les histoires, créant des mondes fantastiques où les enfants avaient des pouvoirs magiques et réussissaient toujours à échapper à de terribles méchants. Il n'était pas difficile de percevoir l'élément thérapeutique dans ces récits, la façon dont elle traitait ses expériences à travers la fiction. Pendant ce temps, le procès judiciaire contre Jean-Pierre suivait son cours. Aimée n'eut à témoigner qu'une seule fois, dans une salle spéciale en présence uniquement de la juge et de sa thérapeute, avec le témoignage enregistré pour éviter la revictimisation. Même ainsi, ce seul jour fut dévastateur pour elle. Elle rentra à la maison complètement épuisée émotionnellement, incapable de dormir pendant 2 nuits consécutives. Je me suis demandé à plusieurs reprises si la quête de justice valait le prix émotionnel qu'elle payait. Sa mère, Solange, commença à lui rendre visite régulièrement après les 6 premiers mois. Les rencontres initiales furent inconfortables, marquées par des silences lourds et une tension palpable. Aimée gardait clairement des ressentiments pour le manque de protection maternelle, tandis que Solange semblait consumée par la culpabilité. En tant que médiatrice de ces rencontres, j'observais avec prudence l'évolution de cette relation fragile, toujours prête à intervenir si je percevais un signe quelconque de souffrance excessive chez Aimée. Lors d'une de ces visites, environ 1 an après qu'Aimée soit venue vivre avec moi, j'ai été témoin d'une scène qui resterait à jamais gravée dans ma mémoire. Nous étions dans le salon, Solange assise rigidement au bord du canapé, visiblement mal à l'aise, tandis qu'Aimée montrait un dessin qu'elle avait fait à l'école. C'était un portrait de famille, 3 figures en bâton, une grande avec des cheveux gris, évidemment moi, une petite avec un grand sourire, elle-même, et une 3e figure, un peu à l'écart, avec un petit cœur rouge dans la main tendue. « Qui est-ce » demanda Solange, montrant la 3e figure. Aimée hésita un moment, puis répondit d'une voix basse. « C'est toi, maman. Tu essaies de nous rejoindre. » Les yeux de Solange se remplirent de larmes. De ses mains tremblantes, elle toucha le dessin comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux et fragile. « Est-ce que je peux te serrer dans mes bras, ma fille ?» demanda-t-elle, la voix presque inaudible. Aimée me regarda comme si elle cherchait une permission ou peut-être une réassurance. J'acquiesçai légèrement, lui faisant comprendre que la décision lui appartenait. Après un moment qui sembla s'étendre éternellement, elle fit un petit pas vers sa mère et permit l'étreinte. J'observais cette réconciliation tentative avec des émotions mitigées. Une partie de moi, la partie égoïste et craintive, redoutait qu'un rapprochement avec la mère biologique puisse menacer le lien qu'Aimée et moi avions construit si soigneusement. Mais la plus grande partie, celle qui aimait véritablement cet enfant et désirait son bonheur complet, comprenait qu'elle avait besoin de ce chemin de guérison avec tous les membres de sa famille d'origine. Aimée n'avait pas à choisir entre nous. Son cœur avait suffisamment de place pour de nombreux types d'amour différents. Au cours de la 2e année de notre vie ensemble, j'ai affronté un défi personnel inattendu. Lors d'un contrôle de routine, mon médecin a détecté une masse suspecte sur ma mammographie. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'examens, de consultations et l'angoisse constante d'imaginer ce qui arriverait à Aimée si quelque chose de grave m'arrivait. À 61 ans, je n'étais plus exactement jeune, et la possibilité de la laisser à nouveau démunie me tourmentait. J'ai décidé de ne pas lui parler des examens jusqu'à avoir un diagnostic définitif. Je ne voulais pas ajouter un poids supplémentaire sur ses épaules déjà fragiles.
Quand j'ai finalement reçu le résultat de la biopsie, bénigne, Dieu merci, j'ai réalisé que je devais apporter des changements plus profonds à notre situation. Jusqu'alors, j'étais la seule tutrice légale d'Aimée, ce qui signifiait que s'il m'arrivait quelque chose, elle pourrait se retrouver à nouveau dans le système. Solange progressait dans sa récupération, mais n'était pas encore émotionnellement assez stable pour reprendre la garde de sa fille. C'est alors que j'ai pensé à Thomas, le frère aîné d'Aimée. Il était revenu en ville pour témoigner dans le procès contre son père et depuis lors maintenait un contact régulier avec sa sœur. À 18 ans, il commençait des études d'ingénieur avec une bourse d'études complète, habitait dans une résidence universitaire et rendait visite à Aimée presque tous les week-ends. Les deux avaient une relation spéciale, forgée dans les adversités partagées de cette enfance difficile. Thomas portait encore une immense culpabilité pour avoir abandonné sa sœur quand il s'était enfui de la maison, bien que nous lui répétions constamment que lui, en tant qu'adolescent, avait fait ce qu'il pouvait pour survivre. Un dimanche après-midi, après qu'Aimée se soit endormie sur le canapé en regardant un film, j'ai invité Thomas à une conversation sérieuse. Je lui ai expliqué ma récente frayeur de santé et mon inquiétude pour l'avenir d'Aimée. « Thomas, je sais que tu commences ta vie d'adulte maintenant, que tu construis ton propre chemin, et je ne veux pas ajouter plus de responsabilités sur tes épaules. Mais j'ai besoin de savoir qu'Aimée aura quelqu'un en qui elle peut avoir confiance s'il m'arrive quelque chose. Accepterais-tu d'être enregistré comme son tuteur secondaire ?» Le jeune homme resta silencieux quelques instants, les yeux fixés sur sa sœur endormie. « Madame Madeleine, dit-il finalement, depuis le jour où j'ai quitté cette maison, il n'y a pas eu un seul moment où je n'ai pas pensé à elle, où je ne me suis pas tourmenté de l'avoir laissée derrière moi. Sans vous, je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver. » Il fit une pause, visiblement ému. « Ce serait un honneur d'être son tuteur. En fait, c'est une responsabilité que j'ai déjà assumée dans mon cœur depuis le moment où je suis né comme son frère. » Dans les mois qui suivirent, nous avons travaillé avec des avocats pour établir un plan de garde qui m'incluait comme tutrice principale et Thomas comme tuteur secondaire, avec Solange conservant des droits de visite supervisés. J'ai également mis à jour mon testament, garantissant qu'Aimée aurait une stabilité financière si quelque chose m'arrivait avant sa majorité. Cette crise de santé, bien qu'effrayante, a apporté une plus grande clarté sur ce qui devait encore être fait pour garantir la sécurité et la stabilité d'Aimée à long terme. La 3e année de notre vie ensemble, le procès judiciaire contre Jean-Pierre a finalement pris fin. Il a été condamné à une peine considérable, ce qui signifiait qu'il serait en prison pour de nombreuses années. Quand j'ai reçu la nouvelle, ma première préoccupation a été de savoir comment l'annoncer à Aimée. À 12 ans, elle était à un âge difficile, plus tout à fait une petite enfant, mais pas encore une adolescente complète, dans une phase de transition où les émotions sont particulièrement intenses. J'ai décidé de lui parler après le dîner, dans notre rituel habituel de s'asseoir sur le balcon de l'appartement, en observant les lumières de la ville. « J'ai une nouvelle importante à partager avec toi, » ai-je commencé prudemment. « Le procès de ton père s'est terminé aujourd'hui. Il a été reconnu coupable de tout ce qu'il a fait et va rester en prison pendant longtemps. » J'ai attentivement observé sa réaction, préparée à toute manifestation émotionnelle, colère, tristesse, soulagement, peur. À ma surprise, elle est restée calme, les yeux fixés sur l'horizon ponctué de lumière. « Je savais déjà que cela allait arriver », a-t-elle finalement dit. Le docteur Sophie m'a expliqué que les personnes qui font des choses très mauvaises doivent rester loin de la société jusqu'à ce qu'elles apprennent à ne plus faire de mal aux autres. Elle fit une pause, jouant distraitement avec le bracelet de perles qu'elle avait fait à l'école. « Penses-tu qu'il apprendra un jour, Mamie Madeleine ?» C'était la première fois qu'elle m'appelait « Mamie », un terme que nous avions discuté, mais qu'elle n'avait pas encore utilisé jusqu'alors. La transition de « Madame Madeleine » à « Mamie Madeleine » s'est produite si naturellement à ce moment chargé d'émotions que j'ai senti mon cœur s'élargir dans ma poitrine. « Je ne sais pas, ma chérie, » ai-je répondu avec honnêteté. Certaines personnes réussissent à changer, d'autres non. Ce qui importe, c'est que tu es en sécurité maintenant et que tu as beaucoup de personnes qui t'aiment et qui te protégeront toujours. Elle acquiesça, pensive, puis posa une question qui me prit complètement au dépourvu. Puis-je lui écrire une lettre ?
L'idée qu'Aimée maintienne un quelconque contact avec l'homme qui avait causé tant de souffrance m'a initialement terrifiée. Mais la thérapeute avait répété à plusieurs reprises l'importance de lui permettre de traiter ses sentiments concernant son père à son propre rythme et à sa propre manière, sans imposer nos récits d'adultes sur son expérience. Si tu le souhaites vraiment, nous pouvons en parler avec le docteur Sophie, ai-je répondu avec prudence. Puis-je demander pourquoi tu voudrais lui écrire? Aimée réfléchit un moment, les yeux toujours fixés sur l'horizon. Je veux lui dire que malgré tout ce qu'il a fait, j'ai réussi à être heureuse. Je veux qu'il sache qu'il n'a pas réussi à me briser. Et je veux aussi lui dire que je ne le déteste pas, parce que le docteur Sophie a dit que détester quelqu'un, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. La sagesse de cet enfant de 12 ans m'a laissé sans voix. Alors que je luttais encore contre la haine corrosive que je ressentais pour cet homme, Aimée avait déjà trouvé un chemin vers la libération émotionnelle qui ne passait pas par le pardon. Elle n'était pas prête pour cela et ne le serait peut-être jamais, mais par le refus de permettre à la haine de consumer sa vie. Les larmes aux yeux, je l'ai prise dans mes bras, émerveillée par la résilience de l'esprit humain, surtout lorsqu'il est encore si jeune et déjà testé par des épreuves si sévères. La lettre fut écrite sous la direction de la thérapeute, mais le contenu était entièrement d'Aimée. Je n'ai jamais su si Jean-Pierre avait répondu ou même lu le message, ce n'était pas important. Ce qui importait, c'était le processus d'Aimée, mettant en mots ses sentiments, transformant le traumatisme en quelque chose qui pouvait être nommé, emballé, et finalement laissé derrière elle tandis qu'elle avançait dans son parcours de guérison. Dans les années qui suivirent, notre vie trouva un rythme plus tranquille. Je pris officiellement ma retraite de l'hôpital à 65 ans, bien que je continuasse à travailler comme bénévole quelques heures par semaine. Je ne pouvais pas abandonner complètement ces couloirs qui avaient été ma maison pendant des décennies. Aimée s'épanouit dans l'adolescence, surmontant beaucoup des séquelles émotionnelles de son enfance traumatisante, bien que certaines cicatrices demeurent. Les cauchemars, qui au début étaient presque quotidiens, devinrent rares. Les crises de panique diminuèrent en fréquence et en intensité. Elle développa des amitiés saines à l'école, participait à des activités extrascolaires, avait une relation de plus en plus forte avec son frère Thomas et une relation en constante évolution avec sa mère, Solange. C'est pendant sa dernière année de lycée que j'ai réalisé l'impact le plus profond que notre parcours commun avait eu sur elle. Aimée, alors âgée de 17 ans, décidait quelle carrière suivre. Assise à la table de la cuisine, entourée de brochures d'université et de notes sur différents cours, elle semblait frustrée. « Je n'arrive pas à me décider, mamie », confessa-t-elle. « Il y a tant de possibilités, tant de chemins différents. Que dit ton cœur ?» ai-je demandé, servant une tasse de thé pour chacune. Elle soupira, enroulant distraitement une mèche de cheveux autour de son doigt, une habitude qu'elle gardait depuis l'enfance. Mon cœur me tire dans 2 directions différentes. Une partie veut la médecine ou les soins infirmiers, comme toi. Je veux prendre soin des gens, faire une différence quand ils sont vulnérables. Elle fit une pause, prenant une gorgée de thé. Mais une autre partie veut la psychologie, pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans ma famille, pour peut-être un jour pouvoir aider d'autres enfants qui ont vécu ce que j'ai vécu. Ce moment a cristallisé pour moi la transformation la plus significative dont j'avais été témoin chez Aimée, la capacité de transformer sa douleur en but, de voir ses blessures non seulement comme des cicatrices à cacher, mais comme des sources d'empathie et de compréhension qui pourraient bénéficier à d'autres. « Tu sais, ma chérie, » ai-je répondu après réflexion, « parfois dans la vie, nous trouvons notre vocation précisément dans les expériences les plus difficiles que nous avons vécues. Nous ne choisissons pas la souffrance, mais nous pouvons choisir ce que nous en faisons après. » Aimée acquiesça, pensive. « C'est comme cette histoire japonaise que tu m'as racontée, n'est-ce pas? Sur les pièces brisées qui sont collées avec de l'or. » J'ai souri, émue qu'elle s'en souvienne. Exactement. Kintsugi, l'art de transformer quelque chose de brisé en quelque chose d'encore plus beau et précieux. Tu n'as pas besoin de cacher tes fissures, Aimée. Elles font partie de qui tu es et peuvent devenir ta plus grande force. Finalement, elle décida de suivre des études d'infirmière avec des projets de se spécialiser en santé mentale infantile, un chemin qui unissait ses 2 passions.
Quand elle reçut la lettre d'acceptation de l'université, elle courut me la montrer, les yeux brillants d'excitation et de fierté. « J'ai réussi, mamie, je vais être infirmière comme toi. » Tandis que je la serrais dans mes bras, je ne pouvais m'empêcher de penser à la merveilleuse ironie de la vie. Comment cette nuit de garde, qui aurait pu n'être qu'une de plus dans ma longue carrière, m'avait apporté non seulement la fille que je n'avais jamais pu avoir, mais aussi un héritage qui continuerait bien au-delà de mon existence. Le jour de sa remise de diplôme au lycée, assise dans le public entre Solange et Thomas, observant Aimée recevoir son diplôme avec un sourire radieux, je réfléchis au parcours extraordinaire que nous avions accompli. Je me souvins de cette fillette terrifiée dans le lit d'hôpital, des yeux qui portaient une peur si profonde qu'elle semblait impossible à éradiquer. Et maintenant, elle était là, forte, résiliente, avec un avenir brillant devant elle, non pas malgré les adversités qu'elle avait affrontées, mais en partie grâce à la force qu'elle avait développée en les surmontant. Alors que nous attendions pour prendre des photos après la cérémonie, Aimée s'approcha de moi, s'éloignant un peu de ses camarades bruyants qui célébraient. « Mamie, dit-elle, tenant mes mains ridées dans les siennes, jeunes et fortes, tu te souviens de cette nuit à l'hôpital, quand je t'ai raconté ce qui se passait ?» J'acquiesçai, le souvenir encore vivace même après tant d'années. « Tu m'as promis que tu me protégerais, que je ne retournerais jamais dans cette maison. Cette nuit-là, même en mourant de peur, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, l'espoir. Tu n'as pas seulement tenu ta promesse, mamie. Tu m'as appris que les promesses peuvent être tenues, que les adultes peuvent être dignes de confiance, que l'amour n'a pas besoin de faire mal. » Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage, tandis qu'elle continuait. « Je voulais que tu saches que quand je m'occupe d'un patient, quand je tiens la main de quelqu'un qui a peur ou qui souffre, c'est ton exemple qui me guide. La façon dont tu m'as traité cette nuit-là, avec tant de dignité et de respect, même si je n'étais qu'une enfant effrayée, c'est ainsi que je veux traiter chaque personne qui croisera mon chemin. C'est ton héritage, mamie Madeleine, et je le porterai avec moi pour toujours. » À ce moment, j'ai pleinement compris le miracle qui s'était produit dans nos vies. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une infirmière qui avait sauvé une enfant maltraitée, c'était l'histoire de comment deux âmes brisées, à des moments différents de leur parcours, avaient trouvé la guérison l'une dans l'autre. Moi, qui avais accepté l'idée que je n'aurais jamais d'enfant, j'avais reçu le cadeau d'une fille et petite-fille de cœur. Aimée, qui n'avait connu que le visage le plus cruel de l'amour familial, avait découvert que les familles peuvent être construites sur des fondations de respect, de sécurité et d'acceptation inconditionnelle. Aujourd'hui, à mes 72 ans, je regarde en arrière et je vois comment cette nuit de garde a complètement changé le cours de mon existence. Aimée a maintenant 21 ans, en dernière année d'école d'infirmière, faisant son stage dans le même hôpital où nous nous sommes rencontrés, marchant dans les mêmes couloirs où elle fut autrefois une patiente terrifiée. Parfois, quand je la vois porter l'uniforme blanc, se déplaçant avec assurance parmi les patients, offrant non seulement des soins techniques, mais cette compassion authentique qui ne s'apprend pas dans les livres, je ressens une fierté qui déborde de ma poitrine. Récemment, en visitant l'hôpital pour prendre un café avec d'anciennes collègues, je suis passée par le service de pédiatrie et j'ai trouvé Aimée assise au bord du lit d'une fillette d'environ 7 ans. La scène m'a transportée dans le temps. Aimée tenait la main de la petite patiente exactement comme j'avais tenu la sienne tant d'années auparavant. De loin, j'ai observé comment elle se penchait pour écouter l'enfant, comment elle souriait doucement en arrangeant l'oreiller, comment elle créait cet espace sécurisé où la vulnérabilité pouvait exister sans peur. À ce moment, j'ai eu la certitude absolue que le cycle avait été brisé, que cette nuit d'horreur que nous avions vécue n'avait pas été vaine. Ma vie a complètement changé après qu'Aimée y soit entrée. Les couloirs vides de mon appartement se sont remplis de vie, de rires, de larmes, de conversations nocturnes et d'étreintes matinales. Les célébrations de fin d'année, que j'avais passées pendant des décennies seule ou avec des collègues de travail, sont devenues de véritables fêtes familiales, avec Aimée, Thomas et éventuellement même Solange réunis autour de la table. La solitude que j'avais acceptée comme compagne permanente a cédé la place à un réseau de relations qui s'est développé organiquement au fil des ans. Solange, la mère d'Aimée,
a connu une transformation remarquable au cours de ces années. Après avoir vécu si longtemps sous le contrôle absolu de Jean-Pierre, elle semblait initialement incapable de prendre les décisions les plus simples par elle-même. Lentement, avec un soutien psychologique constant et la reconnexion progressive avec ses enfants, elle a commencé à reconstruire son identité. Elle a trouvé un emploi comme vendeuse dans une boulangerie, a loué un petit appartement, a repris ses études dans des cours du soir. Aujourd'hui, elle travaille comme assistante administrative dans une clinique médicale et bien qu'elle porte encore les cicatrices du passé, elle a trouvé une paix qui semblait impossible au début de ce parcours. Notre relation, qui a commencé tendue et chargée de ressentiments non verbalisés, s'est transformée en quelque chose qu'aucune de nous n'aurait pu imaginer. Nous ne sommes pas exactement amis, mais nous avons développé un respect mutuel et un objectif commun, le bien-être d'aimer. Nous nous réunissons régulièrement pour des déjeuners ou des cafés, nous partageons des préoccupations et des joies concernant la jeune femme que nous aimons de manière différente, mais tout aussi profonde. Je n'ai jamais essayé de prendre sa place en tant que mère, tout comme elle n'a jamais essayé de diminuer mon importance en tant que personne qui était là quand Aimé en avait le plus besoin. Il y a suffisamment de place dans le cœur d'un enfant pour de nombreux types d'amour. Thomas, le frère d'Aimé, est devenu une partie fondamentale de notre famille reconstruite. Maintenant diplômé en ingénierie, travaillant dans une entreprise respectée, il porte en lui la détermination de quelqu'un qui a connu le pire de la vie encore jeune et a décidé que cela ne définirait pas son avenir. La relation entre le frère et la sœur est quelque chose qui m'émeut profondément. Il y a entre eux une compréhension tacite, un langage silencieux, né d'expériences partagées que personne d'autre ne peut comprendre complètement. Il lutte encore avec la culpabilité d'avoir laissé sa sœur derrière lui quand il s'est enfui de la maison, même après tant d'années et tant de conversations où nous avons réaffirmé que lui, en tant qu'adolescent, a fait ce qu'il a pu pour survivre. Certaines blessures cicatrisent lentement, certaines culpabilités résistent davantage au pardon, surtout le pardon de soi-même. Quant à Jean-Pierre, nous n'avons plus jamais eu de contact direct avec lui après sa condamnation. Par choix d'Aimé, elle n'est jamais allée le voir en prison, bien qu'elle ait échangé quelques lettres au fil des ans, toujours sous la supervision de la thérapeute, toujours dans le cadre de son processus de guérison. Dans une des dernières lettres qu'elle a partagées avec moi, Jean-Pierre avait écrit à propos d'un programme de réhabilitation pour agresseurs qu'il suivait en prison, sur comment il commençait à comprendre le cycle de violence qu'il avait lui-même subi dans son enfance et ensuite reproduit en tant qu'adulte. Je ne saurais dire s'il s'agissait d'une manipulation ou d'une tentative sincère de changement. J'ai appris à ne pas sous-estimer la capacité humaine, tant pour la tromperie que pour la transformation. Ce qui importe, c'est qu'Aimé a trouvé un moyen de traiter cette relation d'une manière qui ne la détruise pas de l'intérieur, qui ne permette pas à la haine de devenir son carburant. À 72 ans, je réfléchis souvent au chemin inattendu que la vie peut prendre. Si quelqu'un m'avait dit, cette nuit de garde, que cet enfant terrifié deviendrait ma fille, ma famille, mon plus grand héritage, j'aurais probablement écarté l'idée comme une fantaisie impossible. Moi, une infirmière solitaire proche de la retraite, avec un appartement silencieux et un cœur protégé par des couches de déception passées. Elle, une enfant brisée par des années d'abus, ayant peur de faire confiance, de rêver, de simplement exister sans douleur. Qui aurait pu prévoir que dans ces circonstances si tragiques naîtrait une connexion qui nous sauverait toutes les deux? Parce que oui, Aimé m'a sauvée autant que je l'ai sauvée. Avant elle, je ne faisais qu'exister, accomplissant ma fonction professionnelle avec compétence, mais sans véritable passion, comptant les jours jusqu'à une retraite qui serait probablement aussi vide que le reste de ma vie l'était devenue. Elle m'a ramenée au monde des vivants, m'a fait réapprendre à rire, à pleurer, à me préoccuper profondément, à planifier un avenir qui allait au-delà de la prochaine garde. Elle a rempli ma maison de musique, de livres éparpillés, de discussions passionnées sur la politique et la philosophie, de l'énergie vibrante d'un jeune esprit découvrant le monde. Elle m'a appris que les familles peuvent naître dans les endroits les plus inattendus, que les liens les plus profonds ne sont pas toujours ceux du sang. Récemment, lors d'un dîner célébrant le 21e anniversaire d'Aimé, nous avons réuni autour de la table une collection improbable de personnes. Moi, Solange, Thomas,
quelques amis proches d'Aimée de l'université, un garçon spécial qu'elle a commencé à fréquenter il y a quelques mois, mes anciennes collègues de l'hôpital qui sont devenues partie de notre famille élargie. J'ai observé cette table, les conversations animées, les rires sincères, les regards affectueux, et j'ai pensé à combien cette scène aurait été impensable il y a 12 ans. Comment d'une histoire de douleur si profonde tant de joie pouvait-elle surgir? Comment d'un sol si empoisonné par la violence des relations si saines pouvait-elle germer? À la fin de cette soirée, quand tout le monde était parti et qu'il ne restait qu'Aimée et moi dans la cuisine, rangeant le désordre post-fête, elle m'a spontanément prise dans ses bras. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus, mamie ?» a-t-elle demandé, posant sa tête sur mon épaule comme elle le faisait quand elle était enfant, bien qu'elle soit maintenant quelques centimètres plus grande que moi. Comment nous avons réussi à créer quelque chose de si beau à partir de quelque chose de si laid? Comment nous avons pris toute cette douleur et l'avons transformée en ceci? Elle a vaguement fait un geste vers le salon où, quelques instants auparavant, tant de personnes avaient partagé une affection authentique. C'est ce que les êtres humains font de mieux, ma chérie, ai-je répondu, émue. Nous trouvons de la lumière même dans les endroits les plus sombres. Non pas parce que l'obscurité n'est pas réelle, mais parce que nous décidons d'allumer des bougies au lieu de simplement maudire l'obscurité. Elle a souri. Ce sourire qui, aujourd'hui encore, me réchauffe le cœur. Tu as été ma première bougie, mamie Madeleine. La première personne qui m'a montré qu'il pouvait exister de la lumière après tant de temps dans l'obscurité. J'ai pensé à tout ce qu'elle avait surmonté, les traumatismes, les cauchemars, les crises de panique, la peur constante, la méfiance profonde envers toute figure d'autorité, en particulier masculine. J'ai pensé aux séances de thérapie qui la laissaient parfois si épuisée qu'elle pouvait à peine parler, aux nuits où elle pleurait jusqu'à s'endormir, aux moments où la colère refoulée explosait en crise qui m'effrayait par leur intensité. J'ai pensé au processus de guérison lent, douloureux et non linéaire qu'elle avait parcouru avec un courage qui, aujourd'hui encore, me laisse sans voix. « Tu as fait le travail difficile, Aimée », ai-je dit, tenant son visage entre mes mains ridées. « J'ai simplement été à tes côtés, tenant l'espace pour que tu puisses guérir à ton propre rythme, à ta propre façon. Ta force a toujours été en toi. » Peut-être, a-t-elle répondu pensivement, mais même la personne la plus forte a besoin de quelqu'un qui croit en elle quand elle-même n'y arrive pas. Tu as fait cela pour moi, mamie. Et maintenant, c'est ce que je veux faire pour mes patients, surtout pour les enfants. Je veux être cette personne qui dit « Je te vois, je crois en toi. Tu n'es pas seule dans cette obscurité. » À ce moment, j'ai complètement compris la signification plus profonde de l'héritage. Il ne s'agit pas seulement de gènes ou de biens matériels, mais de valeurs, d'approches face à la vie, de modèles d'amour et de soins qui sont transmis. Aimée avait absorbé le meilleur de ce que j'avais à offrir et le transformait en quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus significatif. Le courant ne s'arrêtait pas avec ma génération, mais était renforcé et élargi à travers elle. Vieillir a ses défis, bien sûr. Mon corps n'est plus aussi agile, certaines douleurs sont devenues des compagnes constantes, et il y a des jours où la fatigue semble s'installer dans mes os. Mais quand je regarde Aimée, la femme extraordinaire qu'elle est devenue, l'impact positif qu'elle a déjà sur le monde même si jeune, je ressens une paix profonde. Quel que soit le temps qu'il me reste, 5 ans, 10, peut-être plus si la chance et la génétique coopèrent, je sais que j'ai vécu une vie qui en valait la peine. Non pas parce que j'ai accompli de grandes choses qui seront rappelées dans l'histoire, mais parce que j'ai été présente, véritablement présente, quand un être humain vulnérable avait besoin de moi. Et là, peut-être, réside l'essence de ce que signifie être infirmière, être mère, être simplement humaine. Il y a quelques semaines, Aimée m'a surprise avec une nouvelle qui a fait presque exploser mon cœur de fierté. Elle avait été sélectionnée pour un projet spécial à l'hôpital, travaillant avec des enfants victimes de violences domestiques. Un programme pilote qui combine soins médicaux et soutien psychologique, créant des protocoles spécifiques pour identifier les signes précoces d'abus et pour offrir un traitement qui considère non seulement le traumatisme physique, mais aussi l'émotionnel. « J'ai tellement pensé à toi quand je me suis inscrite, mamie », a-t-elle dit, les yeux brillants d'excitation. «
Ah, comment tu as perçu que quelque chose n'allait pas même quand tous les autres étaient disposés à croire l'histoire de la chute dans l'escalier? Ah, comment tu n'as pas seulement traité mes blessures visibles, mais aussi vu l'enfant effrayé derrière elle? Je suis restée sans voix devant l'ampleur de ce moment. Le cycle complet, de la victime au guérisseur, de l'enfant blessé à l'adulte qui maintenant tendait la main à d'autres enfants dans des situations similaires. Si cette nuit à l'hôpital avait été le moment le plus significatif de ma carrière d'infirmière, alors celui-ci était certainement le moment le plus significatif de ma vie en tant que mère, grand-mère. Voir Aimée non seulement surmonter son traumatisme, mais le transformer en un appel à aider les autres. Quelle réalisation pourrait être plus grande que celle-ci? La semaine dernière, Aimée est apparue à la maison sans prévenir, ce qui est inhabituel puisqu'elle partage maintenant un appartement avec des amis près de l'université. J'ai immédiatement remarqué qu'il y avait quelque chose de différent en elle, une énergie contenue, une attente presque palpable. Après le dîner, alors que nous faisions la vaisselle ensemble, un rituel que nous maintenons depuis les premiers jours, elle a finalement révélé la raison de sa visite surprise. « Mamie » a-t-elle commencé avec hésitation, séchant une assiette avec une attention inutile. « Tu te souviens de cette petite fille dont je t'ai parlé, celle du 3e lit du service pédiatrique, celle qui était tombée dans l'escalier ?» J'ai acquiescé, sentant une pression familière dans ma poitrine. Aimée m'avait parlé de cette patiente, une enfant de 7 ans avec des fractures incompatibles avec l'histoire présentée par les parents, des yeux effrayés qui suivaient chaque mouvement des adultes avec méfiance. Une histoire douloureusement familière. « Nous avons réussi », a-t-elle dit, les larmes montant à ses yeux. « Nous avons suivi le nouveau protocole, tout documenté, toute l'équipe s'est mobilisée. Et aujourd'hui, elle a été placée sous garde temporaire pendant que l'affaire est enquêtée. Elle ne retournera pas à la maison, mamie. Elle est en sécurité. » La voix d'Aimée s'est brisée sur le dernier mot, et je l'ai attirée dans une étreinte serrée, mes propres larmes se mêlant aux siennes. « Tu as fait ce que personne n'a fait pour toi jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard, » ai-je murmuré contre ses cheveux. « Tu as interrompu le cycle avant qu'il puisse causer des dommages encore plus profonds. Tu l'as vu, Aimée. Tu l'as vraiment vu. » Elle s'est un peu éloignée, essuyant les larmes avec le dos de ses mains dans un geste qui me rappelait tant l'enfant qu'elle avait été. « Il y a autre chose, mamie, » a-t-elle dit. Une expression que je ne pouvais pas complètement déchiffrer, prenant possession de son visage. L'assistante sociale a demandé si je connaissais une famille prête à être gardienne temporaire, quelqu'un avec de l'expérience dans la gestion d'enfants traumatisés. Elle fit une pause, ses yeux fixés aux miens, une question silencieuse flottant entre nous. Pendant un moment, je suis restée absolument immobile, comprenant lentement ce qu'elle suggérait. À 72 ans, avec de l'arthrite au genou et moins d'énergie que je ne voudrais l'admettre, l'idée de recommencer avec un enfant traumatisé devrait sembler effrayante. Et pourtant, j'ai senti une étincelle s'allumer dans ma poitrine. Cette même flamme qui s'était allumée cette nuit il y a 12 ans, quand j'avais promis à une fillette effrayée que je la protégerais coûte que coûte. « Je ne suggère pas que tu le fasses seule, mamie, » a continué rapidement Aimée, interprétant mon silence comme de l'hésitation. « Je t'aiderai, bien sûr, Thomas aussi, et ce ne serait que temporaire, jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution permanente. Mais j'ai pensé que... Eh bien, personne ne comprendrait mieux ce dont cet enfant a besoin que nous, n'est-ce pas? Nous. Un mot si petit, mais portant tant de signification. Plus seulement moi, une infirmière solitaire, essayant de protéger un enfant vulnérable. Mais nous, une famille construite à travers l'adversité, renforcée par l'expérience partagée, capable maintenant d'étendre le cercle de protection pour inclure un autre enfant dans le besoin. « Comment s'appelle-t-elle » ai-je finalement demandé, sentant la décision se cristalliser en moi avant même de la verbaliser. Aimée a souri, reconnaissant l'acceptation implicite dans ma question. « Joséphine » a-t-elle répondu, « mais tout le monde l'appelle Jo. » Et ainsi, quand je pensais que mon histoire touchait à sa fin, je découvre que ce n'est peut-être que le début d'un nouveau chapitre. À 72 ans, je suis sur le point d'ouvrir à nouveau mon foyer et mon cœur à une enfant effrayée ayant désespérément besoin de stabilité et de sécurité. La différence est que cette fois, je ne suis pas seule. J'ai à mes côtés une jeune femme extraordinaire
qui fut un jour cet enfant effrayé, une femme qui connaît intimement tant la douleur que le chemin vers la guérison. Dans la chambre qui garde encore quelques traces adolescentes d'Aimée, nous préparons un espace pour Jo. Aimée a suggéré que nous peignions les murs du même jaune doux qui l'avait tant réconfortée quand elle est venue vivre avec moi pour la première fois. Le jaune est la couleur de l'espoir, de la lumière du soleil après la tempête, a-t-elle dit, tandis que nous examinions des échantillons de peinture. C'est la première chose que j'ai remarquée quand je suis entrée dans cet appartement, comme c'était différent de ce gris oppressant de mon ancienne maison. De petits détails qui à l'époque me semblaient insignifiants, mais qui pour un enfant représentaient toute la différence entre un environnement de peur et un de sécurité. Aimée se souvient de chacun de ces détails et les recrée maintenant consciemment pour Jo. La lampe qui restait allumée pendant la nuit pour éloigner les cauchemars, l'étagère à portée de main avec des livres qui pouvaient servir d'évasion quand la réalité devenait trop oppressante, le bloc à dessin et les crayons de couleur toujours disponibles pour exprimer des émotions qui n'avaient pas encore de mots. Hier, alors que nous arrangions la chambre, Aimée s'est soudainement arrêtée, tenant un ours en peluche usé qui avait été son compagnon constant durant ses premières années avec nous. « Tu sais ce que je réalise maintenant, mamie ?» a-t-elle dit pensivement. « Comment tout se connecte en cercle. Tu m'as sauvée parce que quelque chose en moi a réveillé cette infirmière qui a toujours voulu faire la différence. Maintenant, quelque chose en Jo éveille en moi le même besoin de protéger, d'offrir la sécurité. Et un jour, peut-être, Jo fera la même chose pour un autre enfant. Des cercles de guérison, ai-je répondu, sentant la profonde vérité dans ces mots. Nous transformons notre douleur en but, nos blessures en sagesse que nous pouvons offrir aux autres. Demain, nous rencontrerons Jo officiellement. Aimée la connaît déjà, bien sûr, de l'hôpital, mais ce sera notre première visite formelle avec l'assistante sociale pour commencer le processus de garde temporaire. Je ressens un mélange d'anxiété et de détermination qui me rappelle tant ces premiers jours avec Aimée. Il y a des préoccupations pratiques, mon âge, ma santé, combien de temps je pourrais être présente pour cet enfant. Mais il y a aussi une certitude profonde que nous faisons exactement ce que nous devons faire, que c'est la prochaine étape naturelle dans notre parcours partagé. Ce que j'ai appris en ces 72 années de vie, et spécialement dans les 12 dernières avec Aimée, c'est que l'amour n'est pas une ressource limitée qui s'épuise avec l'usage. Au contraire, c'est comme une source qui s'élargit plus, nous y buvons et la partageons avec d'autres. Notre capacité à prendre soin, à protéger, à offrir la sécurité, ce sont des compétences qui se renforcent avec la pratique, des muscles émotionnels qui grandissent plus nous les exerçons. Je ne sais pas exactement ce que l'avenir réserve à notre famille non conventionnelle, cette tapisserie de relations tissées avec des fils de douleur et d'espoir, de perte et de renouveau, de traumatisme et de guérison. Ce que je sais, c'est que je suis profondément reconnaissante d'avoir répondu à cet appel des urgences il y a 12 ans, d'avoir regardé dans les yeux de cet enfant effrayé et d'avoir trouvé le courage de faire plus que ce que mon devoir professionnel exigeait. En tant qu'infirmière, j'ai toujours cru que la véritable guérison va bien au-delà des médicaments et des procédures. La guérison la plus profonde se produit quand nous nous connectons authentiquement avec un autre être humain dans son moment de vulnérabilité, quand nous disons sans mots « je suis là ». Je vois ta douleur, tu importes. C'est ce que j'ai offert à Aimée cette nuit-là, et c'est ce que maintenant, ensemble, nous offrirons à Jo. S'il y a une leçon que j'aimerais laisser à ceux qui écoutent mon histoire, c'est celle-ci. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un moment de connexion authentique, d'un acte de courage, d'une décision de se soucier au-delà de ce qui est confortable ou pratique. Nous ne savons jamais complètement comment nos actions se répercutent à travers le temps, comment un seul geste de compassion peut déclencher des vagues de guérison qui continuent bien au-delà de notre vision limitée. Je ne suis qu'une infirmière ordinaire qui a fait ce que tout être humain décent devrait faire lorsqu'il est confronté à la souffrance d'un enfant. Et pourtant, cet acte apparemment simple s'est transformé en la plus grande bénédiction de ma vie, créant une famille là où il n'y en avait pas, remplissant mes dernières années d'un but et d'une joie que je n'aurais jamais cru possible. Demain, quand je rencontrerai Jo, j'emporterai avec moi la sagesse durement gagnée de ces années,
que les blessures les plus profondes peuvent être guéries avec patience et amour constant, que des familles peuvent être forgées dans les circonstances les plus improbables, qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir son cœur à de nouvelles possibilités de connexion et de guérison. Et peut-être, quelque part dans ce vaste univers, existe-t-il une logique parfaite en tout cela, dans la façon dont une infirmière sans enfant et un enfant sans protection ont trouvé l'une dans l'autre exactement ce dont elles avaient besoin pour se guérir mutuellement. Dans la façon dont cette guérison s'étend maintenant pour englober un autre enfant vulnérable, créant un nouveau maillon dans cette chaîne improbable d'amour et de rédemption. Alors que je me prépare à dormir cette nuit, veille d'un nouveau chapitre dans notre histoire familiale, je ressens une profonde gratitude pour la vie que j'ai vécue, avec toutes ses douleurs et déceptions, parce que chaque expérience m'a conduite précisément à ce moment. À cet appartement modeste où l'amour fleurit, à cette famille improvisée qui continue de grandir, à cette opportunité de transformer une fois de plus la douleur en but. C'est cela, finalement, que je crois être le véritable appel de toute vie humaine. Non pas la recherche de perfection ou de bonheur constant, mais la capacité de rester ouvert aux possibilités de connexion et de croissance, même quand le chemin semble incertain ou effrayant. D'offrir la main à qui en a besoin, même quand nos propres mains tremblent. De croire à la possibilité de guérison, même quand les blessures semblent trop profondes pour cicatriser complètement. C'est ce que j'ai fait cette nuit-là à l'hôpital, quand j'ai choisi de voir au-delà du dossier médical pour apercevoir l'enfant effrayé qui avait désespérément besoin que quelqu'un croie en elle. Et c'est ce que je ferai demain, quand j'ouvrirai ma porte pour accueillir un autre enfant nécessitant le même type de vision claire et de cœur ouvert. Parce qu'au final, peut-être est-ce le véritable but de toutes nos luttes et triomphes, pas seulement nous guérir nous-mêmes, mais devenir des instruments de guérison pour les autres. Pas seulement trouver la lumière dans l'obscurité, mais devenir porteur de cette lumière, pour éclairer le chemin de ceux qui marchent encore dans les ombres. Et dans ce cycle continu de blessures et de guérison, de rupture et de reconstruction, réside peut-être la vérité la plus profonde sur ce que signifie être humain. Notre incroyable capacité à transformer même nos expériences les plus douloureuses en cadeaux que nous offrons au monde. Une personne, un cœur, une vie à la fois.